Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-Ciel, la chronique. Heureux de vous retrouver dans cette émission spéciale, l'émission dédiée aussi à la promotion de cette relation France-Maroc, relation d'exception. Nous aurons d'ici peu un invité de taille, un invité qui nous parlera de son amour par rapport à notre pays d'origine, le Maroc, et son attachement en tant que Français par rapport à cette relation France-Maroc. Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Avant de rentrer en contact avec notre invité et avec une petite pause musicale, nous souhaitons vous partager, nos chers auditeurs et auditrices, partout dans le monde, deux grandes nouvelles qui nous concernent. Tout d'abord, nous tenons à remercier l'ensemble de l'association Radio Pluriel d'avoir voté pour nous pour être membre du conseil d'administration de Radio Pluriel. La deuxième excellente nouvelle, c'est que tout simplement l'émission Arc-en-Ciel est invitée par son excellence, le président de Crans Montana, qui nous honore pour participer au Crans Montana de la Belgique à Bruxelles, qui se déroulera du 10 au 13 juin prochain dans les salles de l'hôtel Le Plaza, un événement de taille, un événement international, et nous sommes heureux d'y participer autant que Arc-en-Ciel pour sa couverture. Merci, cher président, Excellence, Monsieur Jean-Paul Carteron. Des souvenirs familiers, il revient à ma mémoire, des souvenirs familiers, je revois ma blouse. Effectivement, pour tout savoir sur le Maroc, d'ici peu de temps, nous rentrons en contact avec notre invité, Monsieur Bertrand Vétu, rattaché à la région Île-de-France, étant pour la première fois désigné aux élections européennes du 25 mai 2014. Il est investi sur la liste Nos citoyens EDF, conduite par Isabelle Bordy. Il est coordinateur général des Français établis dans le monde pour nous citoyens. Sans trop attendre, nous sommes en direct avec Monsieur Bertrand Vétu. Bonjour, Monsieur Bertrand. Bonjour, c'est Abdelali. Abdelatif, marhaban, c'est Bertrand et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc. Monsieur Bertrand, vous êtes un homme politique, un homme qui défend les couleurs des Français de l'étranger, un homme qui est de grande valeur, un homme citoyen du monde qui défend un certain nombre de valeurs. On parle des Français du Maroc. Les Français du Maroc, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle des touristes? On parle des gens qui sont installés définitivement au Maroc avec une carte séjour marocaine ou autre? À partir du moment où nous parlons des Français de l'étranger et des Français du Maroc en particulier, pour ce qui nous concerne, forcément, ce sont des personnes qui habitent plus de 6 mois dans le royaume du Maroc et qui peuvent voyager bien sûr, mais qui habitent plus de 6 mois en résidence, soit en camping si ce sont des retraités évidemment, ou avec une maison qu'ils auront acquise, soit ce sont effectivement
des salariés d'entreprises, ce sont des fonctionnaires qui viennent de l'État français, qui viennent transmettre les connaissances au niveau des établissements d'enseignement scolaire, et ce sont aussi des professions libérales, indépendantes, qui installent leurs activités, qui installent aussi leur capacité d'accompagner le Royaume du Maroc dans son développement économique. Mais ça, je pense que nous allons en parler un petit peu plus loin. Effectivement, comme vous le savez, la première population immigrée au Maroc, ce sont les Français. Donc, le nombre exact, selon vos statistiques, est-ce qu'il dépasse les 40 000, voire les 50 000 Français installés au Maroc? Vous êtes juste entre les deux, dans la fourchette, comme dit Gad Elmaleh. Nous sommes à 45 000 résidents français inscrits dans les consulats. Parfait. Et comme tout le monde doit le savoir, il y a un grand nombre de consulats qui se trouvent au Maroc. Il y a à Fès, à Casablanca, à Marrakech, à Agadir. Je ne sais pas s'il y a à Tanger aussi. Mais à Tanger, bien sûr. Voilà, Tanger, donc Oujda, je ne sais pas s'il y a encore un... Non, pas Oujda. Pas Oujda. Donc, et Casablanca. Il y a Casablanca, bien sûr. Casablanca, c'est le capital. Et souvent, je trouve, c'est la quasi-totalité des Français qui sont partagés entre Casablanca, Rabat et Marrakech. Tout à fait, oui. Je pense que là, c'est le triangle d'or, en tous les cas, de la présence de nos compatriotes au Royaume du Maroc. On parle ces derniers jours, après bien entendu cette crise passagère qui a secoué un petit peu, grosso modo, la relation France-Maroc, mais les Français du Maroc, voire les Marocains de France, ont toujours resté solidaires et acclamé cette relation d'exception entre le Maroc et la France. Cette relation qui aussi, il ne faut pas l'oublier, il est fondée sur des valeurs de taille, des valeurs d'importance, tant politique qu'économique et sociale. Pouvez-vous nous dire une partie, parce que ça concerne aussi l'Hexagone, mais surtout les Français qui se trouvent au Maroc, quel rôle jouent à ce jour sur le plan économique, social et politique aussi? Il faut d'abord insister sur le fait de l'attractivité que le Maroc offre à nos ressortissants français, dans la mesure où d'abord c'est une culture qui, bien que issue du Maghreb, berbère, amazigh, est francophone. Évidemment, maintenant, la langue arabe est devenue la langue véhiculaire au niveau administratif, mais beaucoup des Marocains parlent cette langue, enseignent dans cette langue et travaillent dans cette langue. C'est, comme on le dit dans l'alphabet latin, le français qui est la langue véhiculaire et qui est parlée sur les 5 continents du monde. Et donc c'est une offre, si vous voulez, économique qui est très importante, parce qu'elle permet de communiquer, notamment avec l'Afrique, dont nous allons parler un petit peu plus loin. Effectivement, on sait pertinemment comme quoi le Maroc pour la France et surtout la France pour le Maroc, c'est le premier client et le premier fournisseur aussi. Donc la relation France-Maroc dépasse de peu la relation Maroc-Espagne, mais c'est une réalité qui vient d'être boostée récemment, avec la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour finaliser ce protocole d'accord avec la France par rapport à ce qui s'est passé auparavant, mais aussi avec la visite de M. le Premier ministre Abdelillah Ben Kailan à la tête d'une grande délégation de ministres et d'hommes d'affaires. Donc cette notion de relation France-Maroc qui est fondée sur le partage et aussi la vision africaine, à mon sens, rentre dans un cadre comme on appelle la coopération triangulaire. On voit pertinemment comme quoi le Maroc, par l'intermédiaire du souverain marocain, est en train d'entreprendre des grandes décisions, des démarches et aussi des ouvertures dans les pays subsahariens et de l'Ouest africain. La France a pris le train avec le Maroc. Que vous inspire-t-il en tant que Français résident au Maroc? Alors, déjà, un premier point, il est très important de noter justement les alliances qui sont ancestrales entre la France et le Maroc, et sur un plan géographique,
il est à noter cette proximité justement par la mer Méditerranée, qui n'est qu'un lac en fait de séparation entre le continent européen et le continent africain. Et je sais même que l'Europe, et je veux aller dans ce sens-là, et l'Europe est présente en Afrique avec Ceuta et Melilla, qui peut-être peut paraître pour certains un handicap. En fait, c'est une chance, c'est un levier qui peut permettre justement bien de légitimer les échanges économiques, commerciaux, sociaux, culturels entre l'Union européenne. Vous voyez, je ne parle même plus que de la France, je parle de l'Union européenne, dont la France, bien sûr, est la fondatrice de cette Union européenne avec l'Allemagne, parce que c'est l'avenir, justement, de nos deux continents, et je parle cette fois non plus uniquement du Maroc, mais de l'Afrique, parce que je considère que le Maroc est un hub, une porte, donc, un bab, comme vous dites, entre, justement, le continent européen et le continent africain. Et de ça, j'espère que nous allons davantage en parler, parce que c'est à cela que nous devons aujourd'hui nous intéresser les uns et les autres. Justement, M. Bertrand, donc c'est la question principale. Est-ce que le statut actuel du Maroc vis-à-vis de l'Europe est satisfaisant? En ce qui me concerne, mais vous allez voir, je ne suis pas du tout là partial en parlant comme je vais le faire, je dis non. D'abord parce que sur une échelle d'échanges commerciaux de 0 à 10, on peut dire que 8 points reviennent à l'avantage de l'Union européenne et que 2 points seulement reviennent au Maroc. Alors évidemment, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais c'est la réalité et j'aimerais qu'elle soit aujourd'hui beaucoup mieux équilibrée, même quand nous avons des grands constructeurs qui viennent s'installer à Tanger, eh bien j'estime, ou quand il y a des grands projets qui se mettent en place, comme le TGV par exemple, ou le tramway, ou enfin d'autres projets d'envergure comme celui-ci sur le Maroc, eh bien j'estime que le Maroc apporte à un moment donné, selon moi, et encore une fois, vous aurez bien compris que j'étais vraiment avec du discernement en disant cela, davantage qu'il ne peut recevoir à l'heure actuelle, parce qu'il y a encore beaucoup à faire pour intégrer, si je vais le dire comme ça, mais le Maroc à l'Union européenne. Donc, si j'ai bien analysé un petit peu, vous dire, donc il y a une volonté. Je ne peux pas jusque-là parce que, quoi qu'il arrive, on l'a souvent constaté, la relation Maroc-Europe, et notamment Maroc-France, on le sent comme quoi il y a un partenariat réel et sincère. Oui. Mais est-ce que comment peut-on expliquer, pourtant vous êtes quelqu'un de spécialiste aussi, donc dans le domaine scientifique, parce que quoi qu'il arrive, donc vous êtes un neuroscientifique de taille. Comment vous expliquez ça sur un plan social, une vision politique? Pourquoi l'Europe ne veut pas faire le pas vis-à-vis d'un pays ami et aussi partenaire de taille, et aussi peut-être possibilité avec lui de s'ouvrir sur une éventuelle solution pour la grande crise qui touche l'Europe? Bon, il faut quand même partir du principe que l'Union européenne aujourd'hui, c'est 28 États membres. C'est assez délicat aujourd'hui encore d'ouvrir nos frontières davantage sur un plan, j'allais dire, de la gestion, de l'ensemble et de l'équilibre. On le voit avec l'Espagne autrefois, qui aujourd'hui, grâce à l'Europe, effectivement, a pris un ascendant. On le voit avec le Portugal. On le voit aujourd'hui, dans le sens où étaient ces deux pays que je viens de citer, à un point très très difficile, c'est la Grèce. Je pense qu'aujourd'hui, arriver à mettre à niveau 28 États, c'est assez compliqué, ça demande effectivement beaucoup de travail. Les États ne veulent pas donner eux aussi beaucoup plus de prérogatives parce qu'ils veulent garder un petit peu leur pouvoir à l'intérieur de leurs frontières, même si aujourd'hui ces frontières avec Schengen ont été en tous les cas effacées dans les échanges, mais encore beaucoup reste à faire, ne serait-ce que par exemple une harmonisation fiscale. Pour en revenir maintenant à l'Afrique et au Maroc, parce que pour moi si l'Afrique doit exister, ça sera par le Maroc, eh bien il est clair que nous avons déjà un représentant de l'Union européenne qui siège à Rabat, qui en tous les cas a une permanence à Rabat au Maroc et qui est en lien direct avec Sa Majesté et qui permet, si vous voulez, déjà d'avoir un partenariat renforcé sud-sud, nord-sud, parce que aujourd'hui,
l'Europe ne peut plus ignorer cet aspect de développement économique que le Maroc a su démontrer et montre en même temps cette capacité à pouvoir être, cette percée, cette corne de l'Europe, on va le faire dans l'autre sens, cette corne de l'Europe sur l'Afrique justement grâce au Maroc. Pas dans un sens unilatéral, dans un sens gagnant-gagnant, comme on dit aujourd'hui, d'interdépendance. Ça, c'est un mot pour moi qui est fondamental. L'interdépendance. Parce que là, il y a un mot qui on est en train de défendre d'une manière assez importante. On a parlé par téléphone. C'est une coopération nord-sud, gagnant, gagnant, gagnant. 3 fois, comme il a dit notre ami Sami Osderk, un chercheur de haut niveau. C'est que tout simplement, maintenant, on est obligé, surtout les Européens sont obligés d'agir dans ce sens parce que les Chinois sont là, les Turcs sont là, les Indes sont là, les États-Unis aussi, elle est là. Donc, je pense le marché est ouvert et l'Europe doit saisir cette opportunité d'avoir surtout ce lien culturel. Les Marocains parlent français, ils parlent couramment espagnol, ils parlent ce lien ancestral. On n'a pas de rancune, comme on dit. Il y avait un protectorat. Le Maroc n'a jamais été colonisé. Donc, il n'y a pas ce psychodrame qui peut empoisonner un petit peu la relation France-Maroc. Moi, je pense l'exemple type de cette affaire, c'est que tout simplement que le Maroc doit être soutenu par rapport à ses efforts et on voit pertinemment encore, ça continue avec la visite de Sa Majesté dans les pays subsahariens. Ça devient un pèlerinage presque annuel pour rebooster, pour appuyer, pour renforcer la présence des Marocains, soit sous forme bancaire, soit sous forme de société de promotion immobilière, soit sous forme de société aussi en télécommunication. Il y a tout à refaire et la France, il a toute sa place et l'Europe aussi, il a toute sa place. Que vous inspire cette visite de prospection et de renforcement de la présence marocaine qui tend de la main aux Européens pour le marché africain? Quand le roi Mohamed VI se déplace en Afrique de l'Ouest, puisqu'il a fait le Sénégal, il a fait la Guinée-Bissau, il a fait la Côte d'Ivoire et là dernièrement le Gabon, il a été accompagné par des personnalités qui expliquent en fait le sens de la réponse que nous pouvons avoir. D'abord, il est accompagné par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui est Salah Mezouar, qui était anciennement dans un autre gouvernement ministre de l'économie et des finances et qui avait été d'ailleurs récompensé internationalement pour cette fonction qu'il avait occupée. Il est accompagné bien sûr par le ministre de l'économie et des finances, il est accompagné par le ministre de l'artisanat, de la coopération et des affaires sociales. Il est accompagné par des directeurs d'établissements privés et semi-privés. On voit là, et par des chefs d'entreprise, qui sont tous, bien souvent, ceux qui sont dans cette fameuse caravane verte, où il y a une volonté, si vous voulez, de présence marocaine, économique, sociale, culturelle, sur ces pays que nous venons de citer. C'est, à mon avis, en renforçant ce pôle économique qu'il y aura une capacité de développement de l'Afrique continentale. Parce qu'actuellement, on le sait bien, on est amené à devoir constater, et vous nous en faisiez justement la remarque, la concurrence que se livrent tous les États et toutes les nations. Et c'est logique, et pour ça, je ne vois pas l'intérêt non plus de s'y fermer. Mais le Maroc a un très très gros avantage. C'est qu'il a la culture de l'Afrique. C'est qu'il a le langage de l'Afrique, c'est qu'il vit en Afrique. Quand un Chinois vient en Afrique, évidemment, il vient peut-être avec beaucoup d'argent, un Américain aussi d'ailleurs, il vient avec beaucoup d'argent, mais il n'a pas, j'allais dire, les codes d'échange, de partenariat qui font à un moment donné ce que le fondateur de l'Union européenne, Monnet, avait qualifié, lui, de nécessité première si ça avait été à refaire. On a fait, vous le savez, l'Europe de l'acier et du charbon en 49, et cet homme, Monnet, avait dit, si c'était à refaire, je commencerais par la culture, par unir les Européens au niveau de la culture. Eh bien, c'est ce que Sa Majesté le roi, Dieu le garde, est en train de faire, lui, par justement ce côté lien culturel, en disant, regardez, nous sommes là, nous sommes dynamiques, nous sommes ouverts au monde, nous avons la maîtrise de beaucoup de technologies aujourd'hui, eh bien, travaillons ensemble, soyons les intermédiaires. Eh bien, moi qui suis effectivement un consultant international
en stratégie de gouvernance, eh bien je dis bravo, c'est exactement ce que nous devons faire et c'est pourquoi beaucoup de Français, en tous les cas, viennent accompagner le Maroc dans cet effort. Chose qu'on peut le constater aussi sur notre région Rhône-Alpes. Donc c'est une vérité. Donc côté français, les choses avancent dans le bon sens. Et un des exemples, peut-être vous le connaissez mieux que moi, une personne qui a fait beaucoup de choses pour l'Afrique et qui travaille énormément aussi par rapport à cette coopération sud-sud, notre ami Monsieur Bourlot. Bien sûr. Avec Énergie pour l'Afrique, vous connaissez ce projet d'électrification parce qu'il est parti du principe qu'effectivement, mais vous savez, ça n'est pas pour jeter l'opprobre, au contraire, quand je suis arrivé au Maroc, il y avait très très peu de villes éclairées la nuit dans les campagnes et je me souviens avant que l'autoroute soit tracée et soit opérationnelle entre Casablanca et Marrakech, on prenait cette petite route, on traversait de nombreux petits villages qui étaient la nuit tombée dans le noir. Il y avait juste une toute petite lumière. Refaites ce parcours aujourd'hui, c'est éclairé partout. Exact. Eh bien, en l'espace d'une dizaine d'années. Formidable. Sa Majesté le roi Hassan II avait fait avec les réservoirs les barrages. Et les barrages oui. d'eau ce qui allait de toute façon être l'avenir du Maroc. Et bien maintenant, avec cette électrification qui a de toute façon été lancée depuis une quinzaine d'années maintenant, eh bien nous voyons justement le fer de lance de ce que Jean-Louis Borloo veut développer lui en Afrique, c'est-à-dire la capacité de l'autosuffisance énergétique. Et c'est la clé de notre développement économique aujourd'hui. Monsieur Vitu, donc c'est la transition par rapport à ma dernière question, parce qu'on parle de Monsieur Bourloo, on parle aussi de ce citoyen de monde aussi. Hein, donc c'était oui. Quelqu'un qui travaille pour, qui a pris la décision de consacrer sa vie à cette notion noble qui restera dans l'histoire. Vous faites partie d'une partie qui s'appelle Nous citoyens français du Maroc. Beaucoup de monde qui connaissent pas côté marocain, je parle, hein, donc côté franco-marocain, parce que nous aussi, ici les Marocains de France, nous avons un souhait, on se bat par rapport à la réalisation des Français du Maroc, la représentativité politique. Pouvez-vous nous parler un petit peu par rapport à votre mouvement, s'il vous plaît? Alors, notre mouvement, évidemment, fait partie d'une histoire qui s'inscrit dans le développement de ce que les politiques en France ont développé depuis une quarantaine d'années. Aujourd'hui, les gens sont désabusés et sont vraiment lassés de voir des carriéristes toujours les mêmes d'ailleurs, qui se présentent pendant 20, 30, 40 ans, on ne voit pas beaucoup de changements, ces gens-là finissent par en faire un métier et ne s'occupent plus beaucoup du service à l'intérêt général et au bien commun. Donc, à cette fameuse phrase, vous avez dû l'entendre, de François Hollande lors de l'élection présidentielle en 2012, il avait annoncé plusieurs fois « moi président, moi président, moi président ». Bon, sans rentrer dans les détails politiciens, puisque ça n'est pas très intéressant en fait, on constate aujourd'hui effectivement la difficulté de tenir des promesses, mais nous avons voulu nous répondre en disant, eh bien, moi c'est pas je et président, c'est nous, les citoyens de France, c'est nous tous ensemble. Et c'est dans l'esprit justement de ce rassemblement, de cette nouvelle, j'allais dire, considération du jeu politique qui ne doit plus être là pour se servir personnellement, mais pour servir l'autre, les autres et l'État, en tous les cas, à l'intérêt général. C'est un petit peu le retour d'un esprit, allez, on va le faire comme ça, plus gaullien en fait, de la démarche éthique en politique. Et c'est à cela que nous, citoyens, eh bien, s'est développé en France avec 25 000 adhérents à l'heure qu'il est, et qui a été créé donc en septembre 2013. Et on voit bien l'essor, si vous voulez, de ce mouvement qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup les technologies digitales, parce qu'aujourd'hui c'est l'avenir. Et lorsque je me suis présenté aux premières élections législatives des Français de l'étranger, qui ont eu lieu donc en juin 2012, eh bien, j'ai souhaité, puisque vous savez qu'une circonscription législative doit comporter 100 000 électeurs. Pour pouvoir faire 100 000 électeurs parmi les Français qui résidaient à l'étranger, on était obligé de rassembler plusieurs pays.
Là, en l'occurrence, la 9e circonscription que je représentais, eh bien, était faite de 16 pays, dont les pays du Maghreb, les pays d'Afrique de l'Ouest, et devait à ce moment-là, si vous voulez, pouvoir élire un représentant qui allait être en lien avec ces 100 000 personnes réparties sur 16 pays. L'idée que j'avais proposée, que j'avais mise en place d'ailleurs, c'était une application smartphone, que j'avais appelée votre député dans la poche d'ailleurs, qui permettait, où que ces personnes habitent, 24 heures sur 24, eh bien d'être en contact avec leur député, même s'il était resté à Paris et s'il ne bougeait pas. Ça n'a pas été repris, mais c'est l'idée. Et à mon avis, c'est dans ce sens-là que l'évolution va se faire. Et si je vous parle de ça, c'est pas uniquement pour me mettre moi en valeur. Nous voulons davantage que les électeurs, eh bien, s'intéressent au profil, à la congruence des candidats et à la légitimité qu'ils peuvent avoir entre leurs actions dans leur vie passée, privée, professionnelle, et les actions qu'ils souhaitent mener quand ils sont politiques. Ça fait son chemin. En tout cas, M. Viti, merci pour cette information capitale pour nos auditrices et nos auditrices marocains qui vivent en France et qui demandent leur droit de participer aux élections législatives marocaines. Et le souci qui se pose jusqu'à maintenant, c'est simplement la manière de le faire, les moyens pour le faire. Et ben voilà, un exemple réel et concret. Pourquoi pas de prendre l'idée de M. Bertrand Vitus sur la base d'une application smartphone. Et comme ça, les Marocains, et vous le savez pertinemment, sont des valeurs ajoutées et qui représentent un capital immatériel énorme pour le rayonnement du Maroc. Pourquoi pas de ne pas profiter de ces compétences dans la gestion d'un Maroc nouveau. Et en plus, c'est des véritables VRP pour les pays européens aussi par rapport au Maroc et par rapport au marché africain. Alors, permettez-moi une petite précision. Je vous prie. Lorsque nous vivons au Maroc, ou dans les pays du Maghreb, ou dans les pays d'Afrique, nous constatons l'importance de ce que nous appelons les binationaux. C'est-à-dire ceux qui sont de deux nationalités au moins, franco-marocain par exemple, et ça peut être franco-algérien, franco-tunisien, etc. Ces gens, lorsqu'ils habitent dans un pays, eh bien, ils ont toujours le défaut de venir de l'autre pays auquel aussi ils sont assimilés. Par exemple, un Marocain qui est franco-marocain et qui habite en France, c'est un Marocain. Un Français marocain qui vient au Maroc, c'est un Français. On n'arrive jamais à être là où on vit, chez soi, et on n'arrive pas à être intégré et à être reconnu. Nous avons donc, avec une amie, qui s'appelle Malika Barki d'ailleurs, qui est à Casablanca, eh bien, eu l'idée de fonder, on a fait une fondation d'ailleurs, qui s'appelle BINAT, binationaux. Ce but, c'est de développer à partir du Maroc, justement, une fondation qui soit internationale, qui ne s'arrête pas bien sûr qu'aux franco-marocains, mais qui s'ouvre à ce que vous appeliez tout à l'heure et que nous appelons nous aussi de tous nos voeux des citoyens du monde. Alors, on n'enlève pas la culture, on n'enlève pas la singularité de la naissance, mais de la même manière que je ne suis pas en premier un Français, je suis un Européen de France, et que si on me demande ensuite quel est mon vœu le plus cher et quelle est ma situation la plus précieuse, eh bien je suis un citoyen du monde parce que je considère qu'on habite tous la même planète, que nous faisons partie de la même humanité et c'est cette fraternité, cette solidarité, cette interdépendance qui, pour moi, doit fonder justement les liens entre les uns et entre les autres. Dernier petit point de détail. Le maire d'Amsterdam, de Rotterdam, pardon, Rotterdam, oui. C'est un Marocain. Je sais. Eh bien, comment un homme qui est marocain peut devenir le maire d'une grande ville des Pays-Bas? Eh bien, ça veut dire qu'il y a intégration. Ça veut dire que, comme le dit un proverbe mongol, quand on boit de l'eau d'un pays, eh bien, on se doit d'épouser les coutumes de ce pays. Eh bien, quand je suis au Maroc, eh bien, je vis comme les Marocains. Et d'ailleurs, mes amis sont beaucoup plus marocains que français. Mais parce que nous sommes véritablement intégrés et ouverts à la vie marocaine. Ça ne veut pas dire qu'il y a, absorption et qu'il y a étouffement. Nous avons chacun nos cultures, chacun notre manière de concevoir, par exemple, le sentiment religieux ou spirituel, qui pour nous est une affaire beaucoup plus privée que publique. Eh bien, nous respectons, nous partageons.
et nous sommes capables, le 15 juin va débuter le Ramadan, eh bien, nous sommes, nous, tout à fait heureux de pouvoir participer, de pouvoir respecter et de faire l'iftar, évidemment, ça, tout le monde... Eh ben, sur ces bonnes paroles, c'est Bertrand, voilà. Shukran jazilan et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Quand vous le souhaitez, soit vous, soit la présidente de l'association Binat, pour en parler encore davantage par rapport à cette fondation, pour que nos auditeurs et auditrices puissent connaître un petit peu l'enjeu de cette... Bien entendu. Et je vous laisse avec cette chanson que vous aimez de Oui, Soulof Marocco. Ils ne verront pas la vidéo, mais ils peuvent la voir sur le site de Exactement. Donc, c'est une très 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 belle chanson que je vous dédie et je vous dis à très bientôt et merci pour cette intervention de qualité. Merci à vous Merci et à le vous. meilleur pour vos auditeurs. À Merci, très bientôt. à très bientôt. Au revoir monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel, animation festive. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive.